Bienvenue à toi. Je t'invite, pendant une quarantaine de minutes, à rejoindre une discussion impactante auprès de celles et ceux qui repensent notre relation au vivant. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien systémique entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Alors, es-tu prête à m'accompagner dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience? Aujourd'hui, je reçois Caroline Le Cire au micro de Nouvelle Conscience. Caroline est une femme pleine de vie, de projets et d'engouement. Elle s'investit sur tous les fronts. Que ce soit aux côtés d'Ilios Kotsou au sein de l'association Émergence ou encore en tant qu'autrice et animatrice d'ateliers en écologie profonde et en pleine présence. J'ai beaucoup aimé échanger avec Caroline qui se confie avec spontanéité et conviction. Caroline se laisse guider par l'intelligence de la vie, tout en ayant à cœur de s'engager joyeusement dans la lutte contre toute forme d'injustice et de discrimination. Dans cet épisode, nous évoquons l'espoir de revenir à une forme de sororité planétaire, mais aussi l'élan et le besoin de ralentir. Je suis heureuse de vous partager cette discussion pleine d'entrain et vous laisse donc en compagnie de Caroline Le Cire pour introduire cette deuxième rentrée du podcast. Bonjour Caroline Le Cire. Bonjour. Je suis très heureuse de t'accueillir au micro du podcast Nouvelle Conscience. Bienvenue au Learning Planet Institute. Merci, c'est super de découvrir cet endroit inspirant. Oui, il y a plein de couleurs, on a la salle pour nous, donc on va être bien pour discuter de tes projets, de ton engagement, de qui tu es. On va commencer déjà par une introduction que je vais te proposer de faire toi-même. Tu te définis comme une rebelle dans l'âme, tu ajoutes parfois même une personnalité qui est joyeusement rebelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et pourquoi tu mets ça en avant quand tu te présentes ? Ok, alors c'est une question qui est intéressante. Je trouve que c'est toujours difficile en fait déjà de faire l'exercice de se présenter, de résumer finalement qui on est. Puis finalement aussi si on fait ça, on s'autocolle une étiquette, alors que moi, avec ma casquette d'instructrice de méditation, je suis plutôt à essayer d'enlever les étiquettes et les casquettes. Mais néanmoins, c'est vrai que parfois, je me définis comme tisseuse de liens, qui est aussi vraiment quelque chose qui me tient fort à cœur, que je fais beaucoup dans ma vie. Mais le côté rebelle, joyeuse, j'aime bien le mettre en avant parce que finalement, je trouve qu'on vit dans un monde où on a besoin de personnes qui osent finalement s'engager, aussi parfois un petit peu permettre aux personnes d'aller dans cet inconfort, de parfois désobéir ou d'en tout cas se poser des questions sur ce qu'on ferait sans réfléchir à cause de nos conditionnements. Oui. Mais par contre, c'est vrai que l'aspect joyeux, c'est pour ça que je le souligne, c'est que c'est quelque chose que je pense qui n'était pas en moi au départ. Oui. Et je crois que ça change beaucoup en fait parce que j'ai vraiment beaucoup d'enthousiasme parfois dans ma militance. J'aimerais bien que tout le monde adhère, fasse la même chose. Si par exemple je participe à une manifestation, je pourrais vraiment pousser les gens ou par rapport à, je sais pas moi, au fait d'être végétarienne. Je sais que par moments j'étais un peu embêtante pour certains de pousser tout le temps cette question de la viande ou du lait pour les animaux qui sont exploités dans dans l'industrie laitière notamment. C'est quelque chose qui me tient fort à cœur, mais en fait je me dis que si on le fait de manière morale, les gens finalement ne vont pas te suivre. Ils vont retenir que le côté donneuse de leçons. Oui. Et donc c'est vrai que je trouve que c'est chouette de le faire joyeusement, finalement d'aincarner ce pourquoi on lutte, les causes qui nous sont chères. Et si nous en fait les gens voient qu'on est bien, que ça nous tient à cœur, que ça nous rend joyeuse, heureuse, c'est ça je pense qui inspire. Donc c'est pour ça que je dis joyeusement rebelle. Je pense que c'est important. C'est un chemin en tout cas que j'essaye de suivre. Oui. Tu associes le mot rebelle au militantisme. Oui. Comment tu exerces ton militantisme au quotidien, puisque on a la vision peut-être du militant qui va sur le front, qui lutte, mais toi, on en parlera après, tu as co-créé une association Émergence de pleine présence, de pleine conscience. Donc je pense que peu de personnes ont cette image du militant qui médite et qui est conscient de ce qui se passe à l'intérieur de lui
Oui, c'est vrai. C'est vrai que, en fait, dans le deuxième livre qu'on a écrit avec Émergence, puisque on organise chaque année des journées, des grandes journées de conférences, et à la suite de certaines de ces journées, on a publié des livres collectifs. Et le deuxième s'appelait « Se changer, changer le monde », qui est devenu d'ailleurs la devise de notre asso. Mm-hmm. Et c'est vrai que, oui, moi je trouve que c'est une forme d'opposition qui n'a pas lieu d'être, parce que finalement, les militantes et les méditantes, il y a vraiment, je pense, de plus en plus dans ce monde qui est tellement plein de défis, on a besoin de se mettre ensemble. Et voilà, on en reparlera, mais moi, au cours de ma vie, j'ai d'abord commencé finalement à aller sur le terrain, puisque j'avais travaillé dans des projets d'action au niveau des projets de santé, d'accès à la santé dans différents pays d'Afrique francophones. Et c'est vrai qu'il y a eu un virage dans ma vie. Finalement, j'ai quitté cette vie-là pour devenir instructrice de méditation. Ça peut sembler un virage à 180, mais pour moi, au fait, c'est la même chose. Tu vois, c'est la même énergie qui est là. Oui. Et donc voilà, j'ai l'impression que par ailleurs, à côté de ma casquette d'instructrice, je milite aussi très concrètement avec Émergence, puisqu'on a cette particularité d'être une asso de méditants et méditantes, mais engagés. On y reviendra peut-être. Donc, on participe vraiment à des plateformes autour des questions du changement climatique. Moi, je suis très engagée dans le féminisme, donc je pense qu'il y a déjà plusieurs carreaux. Oui. Mais en plus, je crois qu'en soi, s'arrêter dans ce monde qui, en fait, vole en permanence notre attention, où, en fait, on voudrait qu'on avance comme ça, sans regarder, sans se poser de questions. J'ai l'impression, en tout cas moi, la pleine conscience, la pleine présence pour moi, c'est un lieu refuge pour activer cet engagement et pour me poser la question, est-ce que ce que je prône, les causes pour lesquelles je m'engage, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas trop, est-ce que c'est en équilibre avec ma vie de famille. Donc je trouve vraiment que moi cet espace que j'essaie d'avoir régulièrement de pratique, de réflexion sur moi, en soi c'est indissociable de ma militance. D'accord. Donc tu arrives vraiment à incarner ces deux aspects de ton être, la méditante qui milite, c'est facile Non, alors j'essaie d'incarner, de nouveau, tu vois, je trouve que c'est vraiment un chemin qui se dessine, et parfois c'est le bordel, parfois ça c'est plus fluide, mais en tout cas c'est sûr qu'on essaye d'incarner ça. Par exemple, depuis cette année, on a choisi de concert avec notre fille, elle ne va plus à l'école, elle est instruite en famille. D'accord. Et donc c'est tout récent, ça fait quelques semaines, et c'est dingue en fait, c'est incroyable, moi je suis tellement heureuse, je trouve, et on en reparlera sans doute aussi, que c'est vraiment donner à voir un autre monde en fait, derrière ce monde, voilà que je pensais qu'il n'y avait que ça qui existait, l'école, alors j'allais dire l'école de la République, parce qu'on est en France, nous on n'est pas une République, mais en tout cas voilà les trucs qu'on a tous finalement vécu. Parfois on n'était pas heureuse, je sais pas comment toi t'as vécu l'école, mais voilà, on est beaucoup en fait à avoir quand même pas tellement apprécié cette scolarité et toutes les contradictions, le manque de liberté, et donc voilà, donc depuis ces quelques semaines on a commencé à finalement être à la maison. Moi je découvre mon enfant en liberté, et ça nous donne aussi justement cet espace pour apprendre autrement, pour vraiment créer d'autres possibles. Et je me dis que justement, à nouveau, je dis souvent ça, mais pour moi le monde il est un point de bascule en fait. C'est vraiment maintenant, si on veut pouvoir justement transmettre ce monde aux générations futures et rêver d'autres possibles pour nous, pour les autres qu'humains, les plus qu'humains, les plus qu'humaines comme on dit. Et c'est vrai que c'est maintenant qu'il faut changer. Et donc j'ai l'impression que l'institution telle que moi je la vivais et que ma fille la recevait, ça correspondait pas. On sort de l'école, c'est un choix en fait. C'est clair que je sais que par moments ça va être confrontant. Moi je trouve que c'est beaucoup de liberté, mais c'est aussi, si on regarde dans le monde classique, c'est aussi moins de liberté. Moi ma fille elle est plus de 8h du mat à 16h, elle est plus à l'école, donc ça veut dire aussi réfléchir c'est quoi le temps. Mais moi je me disais, en tout cas j'entendais de sa part une frustration et un mal-être. Et moi qui ai créé avec Ilias, son papa, cette association pour finalement prendre soin du monde, déposer ma fille à l'école qui me dit c'est pas ok pour aller faire ça à un moment donné. Donc tu vois, quand tu parles de cohérence, moi ça a été un choix de cohérence de me dire ok, qu'est-ce que j'en fais ? On essaye, on tente. Et puis peut-être qu'on se dira l'année prochaine, peut-être qu'elle voudra retourner à l'école. Donc il n'y a rien qui est inscrit dans le marbre. Mais c'est faire des choix, des essais. Et pour l'instant, c'est vraiment très joyeux. Oui, ça commence bien, génial. Oui, mais c'est intéressant. Tu parles aussi que rien n'est inscrit dans le marbre. Et donc on le voit dans ton parcours où tu as, comme tu disais, commencé dans l'humanitaire avec des projets de terrain. Et après, tu t'es orienté vers finalement une autre forme d'engagement. Et tu es également sur tous les fronts. Donc
donc auprès des combats féministes, avec la publication de votre livre Donne-moi des ailes, par exemple. Et quel est le fil conducteur que tu pourrais mettre en fait entre ces différents aspects de ta vie dans l'engagement? Alors je pense que le fil conducteur c'est la vie, tout simplement dans le sens où je pense que j'ai pas toujours choisi ces virages. En l'occurrence cet arrêt de l'engagement humanitaire, c'était plutôt ça s'est un peu imposé à moi. J'étais devenue maman. Vraiment, la structure dans laquelle je travaillais n'était pas prête en fait à me permettre d'aménager un peu ma carrière. Oui. Et en fait, au début, je l'ai vécu comme une frustration immense. Je me suis dit, mais ça fait tellement d'années que je travaille pour eux. On s'engage pour la sécurité sociale. Moi, j'ai envie de passer un petit peu de temps avec ma famille. J'ai envie de faire un peu moins de missions. Donc, honnêtement, c'était très dur. Oui. Mais je trouve que c'est marrant parce que forcément, là, tu vois, ça fait 10 ans maintenant que j'ai arrêté cette vie-là. Oui. Et c'est un cadeau. En fait, quand on regarde, mais c'est vrai que sur le moment, en fait, je me sentais tellement abandonnée. Je me disais, mais comment est-ce qu'on me permet pas ça? Enfin, j'étais très dans le moi, on me permet pas. Oui. Et en fait, c'est chouette parce que je trouve que c'est ça aussi quand je dis la vie, c'est que voilà, en fait, chacune, on peut donner du sens finalement à ce qui se passe dans nos vies. Donc voilà, moi, je peux dessiner un fil de me dire, voilà, c'est vrai que l'émergence, elle existait déjà, cet assaut. Moi, j'y travaillais comme bénévole à côté de ce boulot dans l'engagement humanitaire. Et puis voilà, ça s'est mixé. Je pouvais plus travailler, on n'arrivait plus à concilier ma vie de jeune maman avec ces missions. Moi, c'était pas possible. De nouveau, j'avais envie de passer du temps avec ma fille. Et donc voilà, on s'est dit tout naturellement, ok, je vais travailler du coup pour Émergence, je vais me salarier sur cette structure. Et ça a été génial parce que ça a permis de déployer la structure. Je me suis formée du coup comme instructrice de pleine conscience. C'était naturel parce que en étant bénévole, je pouvais me dire ok, je donne juste un petit coup de pouce à l'assaut, mais là en étant vraiment engagée dedans, je me suis dit c'est chouette aussi que je puisse être à part entière dans le mouvement qu'on me proposait, et du coup c'était vraiment chouette. Donc voilà, je pense que de nouveau, le fil conducteur pour répondre à ta question, c'est la vie, et c'est aussi essai-erreur, tu vois, comme tu le disais, on essaye. Puis voilà, j'aurais peut-être eu envie d'autre chose. Et donc voilà. Donc non, c'est très chouette. Oui. C'est essayer, oser, la curiosité. Oui. Et puis finalement, voilà, comme tu dis, oser sortir de ce que l'on connaît. Oui. Je sais pas si toi, tu avais croisé le chemin de la pleine présence, du travail qui relie pendant tes études en sciences politiques, ou même sur le terrain quand tu étais en mission. Ou si tu as tout découvert en allant dans Émergence. Dans mes études, pas du tout. C'était très absent. Et dans mon boulot aussi, d'ailleurs, je trouve que c'était c'est quelque chose qui m'y a amené à l'envers. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient activistes, qui étaient engagées dans des projets qui sont quand même souvent très stressants, où on est confronté à beaucoup de souffrances, beaucoup d'injustices. Et donc, il y a moi, j'étais face à ça déjà moi-même, mais je peux aussi parler des personnes qui travaillaient avec moi ou que je croisais. On est parfois... on n'a pas forcément le temps, je trouve, quand on commence. Moi, j'avais commencé très jeune, après les études de Sciences Po, puis ce master, mais au fait, on n'a pas tellement de sas, je trouve, dans la société, en général, pour vraiment s'interroger sur nos motivations. Alors moi, je suis partie là-dedans parce qu'il y avait cette envie d'aider le monde, mais j'avais pas forcément pris le temps pour voir, en fait, c'est quoi à l'intérieur, ça répond à quoi, et quelles sont les autres manières finalement de pouvoir aussi prendre soin de ce monde. Et donc tu vois, je suis partie comme ça, et je pense que voilà, comme tout le monde, j'ai fait des erreurs, mais je pense aussi qu'on a fait des chouettes choses avec mes partenaires. J'ai en tout cas énormément appris. J'ai une gratitude immense pour les partenaires que j'ai rencontrés sur le terrain, qui m'ont en fait tout appris, plus que l'école, que l'école aussi, mais quand même, on apprend beaucoup des rencontres. Je crois que les rencontres, c'est aussi peut-être aussi un fil conducteur de ma vie, c'est ces rencontres. Et non, la pleine présence, c'est arrivé avec Ilios, donc mon compagnon, avec qui on a créé l'assaut, et l'éco-psychologie. Je sais que c'est quelque chose qui te passionne aussi. C'est vraiment une rencontre avec Isabelle Giraldo, donc une personne qui travaille beaucoup, qui s'active beaucoup à transmettre ce savoir-là. On a organisé ensemble un voyage au Schumacher College, qui est un haut lieu de la transition. Et depuis, c'est vrai que j'ai eu envie... je crois que c'est quelque chose qui me caractérise aussi. Quand je te parlais de cet enthousiasme contagieux, c'est qu'à chaque fois que je découvre quelque chose, j'ai envie de me former pour le transmettre. La pleine conscience, c'était un peu ça, finalement. Avant de me former pour devenir instructrice, j'ai d'abord fait ce fameux cycle d'initiation,
Et puis voilà, ça m'a tellement bouleversée. Je me suis dit, j'ai envie de le partager. Et puis en fait, après, quand j'ai eu cette petite fille dans mon ventre, ça m'a beaucoup aidée. Et donc je me suis dit, voilà, donc moi j'accompagne aussi les futurs parents. Et donc à chaque fois, voilà, l'éco-psychologie, je me forme. Maintenant, je me forme j'anime la fresque du climat. Donc à chaque fois, mais bon, je pense que c'est mon caractère, c'est de, voilà, j'ai pas envie de garder pour moi des choses qui me font vraiment avancer, grandir. Et donc c'est aussi ça, parfois c'est peut-être un peu beaucoup, mais c'est ça aussi ma vie, je pense, c'est d'être peut-être une passeuse et de voilà, de transmettre et de voilà. Et justement avec Convergence Émergence, pardon, je dis Convergence, je sais pas. Peut-être c'est notre asso, je sais pas. Non, mais en fait j'avais l'idée que Émergence c'était la convergence en fait de toutes ces luttes et finalement de tous ces engagements. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur cette association? Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Donc il me semble que c'était en août 2009. Oui, c'était en 2009. Voilà, ça remonte. Ça remonte, ça fait plus de 10 ans. Donc qu'est-ce que vous faites et comment vous arrivez à faire le pont entre ces mondes qui parfois ne dialoguent pas vraiment tout à entre fait. eux. En tout cas en France. Non, mais chez nous, non, chez nous aussi, c'est vraiment. Alors, de nouveau, depuis 2009, le paysage a énormément changé. Oui. Heureusement, grâce à nous et grâce à plein d'autres. Ça qui est chouette aussi. C'est pareil pour notre combat féministe, pour en tout cas l'engagement que j'ai avec Alexandra à travers ce livre. En fait, je trouve ça tellement chouette de s'inscrire aussi dans des mouvements. C'est bon de sentir que ça bouge avec nous. C'est clair. Et donc, pour Émergence, au début, on était peut-être un peu plus seuls. Et puis, c'est chouette aussi de sentir qu'il y a plein de gens maintenant qui se reconnaissent, militants et méditants. On voit vraiment tous ces ponts. Même je pense par exemple à Extinction Rebellion, ce mouvement où il y avait vraiment tout cet aspect de transition intérieure. Enfin, ça, c'est de plus en plus présent. Mais en tout cas, pour revenir à 2009, c'était moins présent. Et ce qui est sûr, c'était vraiment en fait la rencontre entre Ilios et moi. Ilios qui était chercheur, méditant, moi qui étais la militante. Et voilà, en fait, moi je suis à la base venue quelque part l'aider dans ce projet où il voulait organiser des conférences où on verrait autre chose. On pourrait finalement sortir la science du labo. C'est vraiment ce mot-là, de dire, voilà, il y a tellement de recherches intéressantes en philo, en psycho, en neurosciences, sur la méditation. À l'époque, en 2009, c'était beaucoup, beaucoup moins connu. Christophe André n'avait pas encore sorti cette fameuse Bible, la pleine conscience. Et donc, on s'est dit, OK, on va faire des conférences auxquelles nous, on aimerait bien assister, où en fait, on vulgarise. Parce que finalement, voilà, depuis, il est devenu aussi chercheur et docteur en psycho, et on voit bien à quel point, même quand la science est vulgarisée dans la presse grand public, franchement, souvent, ce qui en sort, c'est pas vraiment la vérité. Enfin, en tout cas, c'est tellement vulgarisé que, voilà, ça veut rien dire. Donc, c'est né comme ça, et donc moi, je lui ai donné un coup de main, et puis après, on s'est rendu compte que c'était vraiment chouette de dédier finalement, on va dire, les mérites, tout ce qu'on faisait, de faire en sorte que... Parce qu'au début, c'est né de ces grandes journées dont je te parlais. Au début, c'était vraiment les journées Émergence en 2009. L'association est née en lien avec ces journées. Et on s'est dit, c'est super pour les gens qui sont dans la salle, c'est clair. Mais on a envie que ça serve à d'autres. Et donc, mu quelque part par mon engagement, voilà, qui était... Ilios était très engagé aussi, mais pas sur le terrain. On s'est dit, on va faire en sorte que tous les bénéfices de cette journée aillent à des projets solidaires, et donc c'était notamment des projets au Brésil, les projets de Mathieu Ricard, son association Karuna Setchen. Et donc tout de suite, il y a eu cette idée et même pour les gens étaient invités à venir pour apprendre des choses, mais pas que. Leur présence à la journée, ils étaient conscients, en tout cas on leur disait beaucoup, que nous, toutes les personnes qui venaient étaient bénévoles, on a une énorme team de bénévoles, et donc par leur présence, ces personnes, bien sûr, elles payent un montant, mais ça sert vraiment, ça a des échos qui dépassent eux, qui dépassent cette journée. Et donc, je crois qu'on a vraiment beaucoup d'habitués maintenant qui viennent à ces journées. Ça va être la 14e édition, les 4 et 5 novembre. Ils viennent aussi pour ça, parce qu'en fait, c'est... Et tu me posais cette question puisque tu disais émergence, convergence. Émergence, le mot, on l'a choisi aussi. On avait hésité sur plein de mots. Je ne sais pas si on avait pensé à convergence, mais on aurait pu peut-être. Mais émergence, il y a plein de significations. Déjà, ça veut dire que c'est plus que la somme des parties. D'accord. Et en fait, donc, les propriétés émergentes, c'est des propriétés qui émergent. Donc, c'est pas la propriété de toi ou de moi. Ça, c'est en plus. Donc, voilà, clairement, c'était Ilios et moi, Mathieu Ricard, Christophe André, mais il y a eu vraiment... Il y a toutes ces rencontres en fait et qui laissent chacun un petit peu de ce qui nous amène, de leurs histoires qu'ils nous racontent, ça vient. Et puis récemment, j'ai appris ça et je trouve que c'est trop beau, c'est qu'apparemment on nomme Émergence la dernière mue de la chrysalide avant de devenir papillon. Ah, c'est magnifique. Et c'est un ami justement, un bénévole Émergence, et il est venu nous aider. On avait une conférence lundi soir.
Et il m'a envoyé juste avant ce petit texto en me disant ah oui, j'imagine que vous le savez. J'étais non, on sait pas. Et ça fait tellement sens parce que nous, justement, de nouveau dans ce monde en transition, j'arrête pas de dire ça, mais moi j'espère qu'avec Émergence, on peut être ce sas parfois pour que des gens viennent. Parfois, les gens arrivent chez Émergence par plein de portes. Parfois, c'est par ces journées. Parfois, et maintenant de plus en plus souvent, c'est par les ateliers, les conférences et les activités autour de la pleine conscience. Et donc, ces gens viennent parfois trouver un espace pour eux, un temps. Et de ça, parfois, ça va faire une rupture dans leur vie. Ils vont se dire, en fait, moi, ce que je faisais depuis toujours, ça m'intéresse pas. Dans mon couple, je suis pas très heureuse, mais voilà, j'ai jamais eu le courage de regarder en face cette vie que j'avais toute tracée, mais qu'en fait, c'est pas ça, j'ai pas de liberté. Peut-être que j'ai envie de créer une asso dans mon quartier avec les gens qui vivent là, les personnes plus âgées. Et on a beaucoup de témoignages comme ça de gens, et bien sûr, il y a d'autres lieux pour faire ça, mais en tout cas, c'est un lieu où tu as le temps d'examiner ce qui se passe en toi et peut-être d'avoir parfois l'occasion de bifurquer ou en tout cas d'aller plus en lien avec tes valeurs. Oui, comme une bulle en fait, finalement, pour se rencontrer. C'est ça. En dehors du quotidien, mais tout en étant ancré dedans puisque vous êtes dans Bruxelles. Oui, c'est ça. C'est ça qui est chouette, c'est que c'est vraiment depuis peu on a un lieu maintenant qu'on a appelé les Jardins d'Émergence et c'est vraiment comme tu le décris, en fait c'est une petite bulle où on est dans la ville, on est dans la frénésie. Mais justement, il faut pas aller loin. Parfois, on voit des gens qui... Voilà, moi, je pense que, bien sûr, ça peut être bien parfois d'aller marcher sur un chemin ou d'aller faire des rencontres parce que c'est essentiel. Mais on peut aussi le faire de chez soi. Oui, tout à fait. Là où on est ou en tout cas dans des petits sas comme ça. Et puis finalement, c'est aussi tout l'intérêt de la pleine présence, que ça commence dans son corps, dans l'expérience vécue. On peut tout à fait se mettre dans une attitude, une posture de pleine présence dans le métro, alors que c'est overcrowded autour de nous. Peut-être plus que jamais d'ailleurs. Voilà, c'est là exactement un soutien et un pilier. Oui, et puis de nouveau, ça veut dire quoi être en pleine présence? Moi, je pense que dans le métro, là, j'en sors, ce serait de regarder, de sourire, d'être en lien en fait. Oui. Parce que je trouve que c'est ça ce monde et nous on essaye d'être un acteur justement qui transmute ça, c'est qu'il y a tellement plus de liens en fait aussi à cause des écrans et puis de cette vie qui est speed. Moi je vois bien parfois, j'essaye parfois j'y suis vigilante, notamment quand j'ai ma fille, mais pas que, c'est que il y a tellement de choses qu'en fait et puis maintenant notre téléphone étant notre ordinateur, enfin je veux dire du coup ça peut être tentant d'utiliser tous ces moments de transition entre une réunion pour faire, mais au fond, justement, moi j'essaye vraiment de prendre ces moments comme des pauses de conscience, des pauses pour revenir à moi, mais c'est vraiment contre-productif parce qu'on se le dit, les journées sont trop courtes, etc. Mais je pense que justement, dans le métro tout à l'heure, je me suis dit vraiment, je vais regarder les personnes, je vais me mettre, et ça devient l'éternité en fait. Enfin, ça devient des expériences incroyables. Bien sûr. Alors que sinon, j'aurais été là toute fermée dans mon truc. Bon, j'aurais peut-être répondu à 3 mails, mais bon, tu vois, c'est quoi? C'est pas ça la vie en fait. Souvent, je me dis ça, c'est que voilà, justement, avec toutes les activités qu'on propose, en fait, et moi, je m'occupe beaucoup de cette administration. Heureusement, j'ai des alliés, j'ai des personnes qui m'aident, mais voilà, la vie, elle se résume pas à une boîte mail à vider, surtout qu'en fait, c'est un peu comme ça se vide jamais. Donc... Oui, exactement. C'est aussi ça de se dire que finalement, le temps où tout est réglé, où on a accompli tout ce qu'on avait mis sur notre to-do list n'arrivera pas. Non, c'est ça. Même quand on part en vacances, c'est une pause qu'on s'octroie, mais la vie continue de fonctionner. Et j'ai trouvé ça très important ce que tu as mentionné, c'est-à-dire que tu as décidé d'être en pleine présence, mais en lien avec les autres. Et ça, c'est une thématique que j'avais abordée avec Swazik Michelot, qui a été une des invitées, et qui, elle, justement, soutient l'importance de la pleine présence en tant qu'outil pour se relier au monde, et non pas pour s'y renfermer, comme ça peut parfois être présenté dans le business du bien-être, les activités liées à la méditation. Le ressenti est lié à l'expérience, parce que c'est aussi le fait d'être dans une société du mental, finalement. Beaucoup de personnes sont guidées par les choses à faire sans écouter la résonance avec leur expérience physique, qui est aussi synonyme et nous donne des bons indices sur si c'est juste, si c'est bon, et l'intuition qui peut s'en dégager. C'est ça, et puis je pense que pour s'écouter, il faut du temps. Donc c'est ça qui est complexe, c'est que vraiment, je pense que... Voilà, je reprends l'exemple de notre fille qu'on a choisi d'instruire à la maison, mais c'est vrai que c'est des choix qui sont complexes. Nous, il se fait que voilà, on a créé cette organisation, cet asso... On peut se permettre de prendre ce temps, mais on est tellement nombreuses et nombreux, il y a tellement de personnes qui en fait sont dans une routine de vie qui ne permet pas ça. Et en fait c'est compliqué parce que le monde étant complexe, il y a de plus en plus de précarité, il y a tellement d'enjeux difficiles qu'en fait on est de moins en moins, en fait on
on nous empêche, il y a quelque chose, on nous donne de plus en plus de facilité pour se connecter justement sans vraie connexion. Oui, tout à fait. Et donc moi je me dis vraiment, c'est vraiment un des enjeux, c'est comment est-ce qu'on peut trouver des petits espaces de connexion, de vraie connexion. Mais tu parlais aussi de l'éco-psychologie et de la nature, mais c'est vrai qu'aller en forêt, aller dans la nature, vraiment dans la nature sauvage, parce que finalement tout est nature, mais vraiment de pouvoir se prendre ce temps chaque jour si possible, ça peut paraître extrême, mais moi je pense que c'est pas extrême de prendre ce temps, parce que même à nouveau c'est prouvé, les études scientifiques le montrent, c'est dommage de devoir passer par la science, mais vraiment nos corps d'humains, nos corps, on est des animaux en fait, on est des terriens, des terriennes, on a besoin en fait d'avoir ces échanges finalement avec ces autres vivants, ça a plein de bienfaits et ça nous permet tellement de redescendre dans nos corps, parce que là tout monte en fait, cette époque elle nous monte dans la tête en fait, et donc c'est sûr qu'on est performant, on peut faire plein de choses, on parle au bout du... Enfin, c'est dingue, la technologie, c'est sûr qu'elle permet des choses incroyables, mais en fait, on est vraiment... on sort de nos corps. Moi, je dis souvent, vraiment, je sais pas qui m'a donné cette métaphore, mais je l'adore, qu'on est comme des humains, sur des cerveaux sur des bâtons, en fait. C'est clair. Non, mais c'est vrai, le système il attend ça de nous. Mais oui. Et justement, vous, à Émergence, vous cherchez l'émergence de quoi ? Tu parlais de transition, tu parlais de certaines idées qui sont soulevées dans votre association. Mais quelle est l'idée qui se cache derrière, en plus de celle du papillon qui s'envole après ça qui valide Alors c'est clair que là tu dis émergence, moi je pense clairement à l'émergence d'un autre monde, mais l'autre monde il est déjà dans celui-ci, hein. Et donc c'est de pouvoir permettre justement aux personnes finalement, puisque le changement, d'ailleurs émergence est né aussi de cette phrase de Gandhi, hein, qui dit soit le changement que tu souhaites voir dans le monde, donc plutôt que d'attendre le changement qui vienne des politiques ou des institutions, se dire ok, moi je fais ma part sans burn-out, parce que la part du colibri a ses limites, donc de le faire en étant à l'écoute de ce que je porte, le monde il dépend pas que de mes épaules, mais de faire en tout cas ce que je peux faire, donc être le changement qu'on veut voir dans le monde. Et donc l'émergence, comme je te disais, c'est permettre cette émergence chez chacun, chez chacune, et c'est aussi de pouvoir, comme je te disais, faire émerger toutes ces discussions. Tu vois, on est dans une société qui est de plus en plus clivée. Ça devient difficile. Moi, je te disais que je suis très, très engagée sur la voie du féminisme. C'est difficile de parler de ces sujets, de l'engagement féministe en famille, à part quelques personnes qui sont d'accord avec moi, sinon très vite ça peut devenir en fait très complexe. Et donc nous, on essaye aussi chez Émergence de permettre ça. Et récemment, justement, on avait donné une conférence avec Alexandra Huguetto, avec qui j'ai écrit le livre justement au Jardin d'Émergence. On était avec deux féministes belges très chouettes, Safia Kessas et Camille Vernars, et qui ont fondé le média Les Grenades. Tu connais peut-être, qui est un chouette média. Ça me dit quelque chose. Hein, et je disais que moi, la pleine conscience, elle est vraiment très liée à mon engagement féministe, dans le sens où je trouve, pour moi, mais j'espère pour d'autres, ça peut en fait nous aider quand on est dans des moments d'inconfort. Tu vois, je vais te prendre un exemple. Par exemple, moi je suis une femme blanche, j'ai plein de privilèges en fait. C'est sûr que j'ai l'expérience d'être femme qui me permet de sentir un peu c'est quoi d'être dans des rapports de domination, etc. Mais j'ai plein d'avantages, j'ai plein de privilèges par rapport à d'autres femmes. Je suis valide, j'ai une situation financière ok. Enfin, il y a plein de choses qui me m'aident, qui me permettent de pouvoir m'exprimer, d'avoir et parfois, dans ces discours-là, quand on parle de ces privilèges, et justement des personnes qui ont beaucoup de privilèges versus d'autres qui en ont moins, ça crée des tensions. Très vite, il y a des justifications chez les autres, chez ceux qui ont les privilèges, en fait, tu vois. Quand ils s'expriment... Quand on leur dit ça, on leur dit « Ah, mais toi, t'as des privilèges, parfois il faut laisser la place. » Moi, je sens très vite cette question-là. Hein. Et du coup, moi, je trouve, parce que moi, je peux faire cette expérience-là en disant « moi, je sais que j'ai des privilèges par rapport à d'autres », de pouvoir aller dans ce lieu-là d'inconfort. Et d'inviter les gens, parce que justement la pleine présence pour moi elle m'aide à aller dans ce lieu d'inconfort, de dire ok, moi j'ai pas, par exemple je suis une femme blanche, j'ai rien fait, je suis née comme ça, j'ai pas envie que ce soit quelque chose qu'on me renvoie comme quelque chose qu'on me reproche, mais en fait c'est pas ça qu'on me reproche, c'est parce que c'est moi qui parfois me sens mal à l'aise, parce que je sais pas ce que je peux faire pour aider les personnes qui sont racisées, qui ont moins de place, et donc de pouvoir expérimenter ça. Parfois dans les discours, qu'est-ce que j'entends, c'est pas ça qui est dit, on va pas me reprocher d'être blanche, mais c'est peut-être moi et d'autres, alors toi je dis avec moi c'est plus simple de parler de moi, mais parfois des personnes vont dire on entend parfois cette figure les hommes parfois ne peuvent plus trouver leur place et tout, mais c'est pas ça,
va voir à l'intérieur, qu'est-ce que ça crée. Peut-être qu'en fait, oui, les hommes prennent beaucoup de place parce que naturellement, pas naturellement, mais culturellement, ils ont eu accès à beaucoup plus des médias. Voilà, donc c'est organisé comme ça. C'est pas la faute de cette personne, c'est pas ma faute à moi, mais comment moi je peux venir être un petit grain de sable dans les rouages et accepter de donner de la visibilité à d'autres, de les aider, de déconstruire toute cette idéologie qui finalement fait que plein de gens ne seront jamais entendus, auront moins de droits, etc. Donc de faire en sorte que c'est cette sororité finalement qui est politique, qui est voilà, je porte ma voix pour des combats qui me concernent pas directement, mais que je veux aider à faire émerger. Et donc ça, je trouve que c'est très important. Et pour moi, la pleine conscience, elle aide à faire ça. Elle aide à dire ok, parfois c'est inconfortable pour moi, comme pour d'autres, mais on se sert de on peut examiner, on peut sentir c'est comment dans le corps quand c'est inconfortable, et ça nous donne et on fait de l'espace. On prend un temps, même dans des discussions, dans des débats, quand les gens sont pas d'accord avec moi. Mais est-ce que c'est l'ego ? Est-ce que c'est qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui joue là ? Et du coup, après, on peut être plus aligné justement dans nos luttes, dans les projets qu'on choisit de soutenir. Donc, je trouve que pour moi, c'est vraiment, ça m'aide beaucoup en tout cas. Parce que voilà, c'est pas un chemin facile et voilà, on peut parfois avoir des propos qui sont pas justes et donc, ou des actes. Et donc, je trouve vraiment c'est important, pour moi en tout cas, d'avoir ça. Parfois on s'arrête sur un petit temps, mais en fait c'est quoi notre vie en fait ? Et puis surtout elle peut s'arrêter tellement vite. C'est ça. Je pense qu'on est tellement pas conscient. Il y a 2 ans, on a organisé nos journées émergentes sur le thème de la mort. Et c'est vrai que moi, franchement, j'ai du mal à comprendre à quel point cette expérience de la mort, elle est si peu présente. Alors bien sûr que certains d'entre nous, on en fait l'expérience tragiquement par rapport à sa propre vie, par rapport à un proche. Nous, on a justement un proche actuellement qui est très 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 malade, qui a failli mourir. Et c'est vrai que justement en pensant à lui, je me dis vraiment, j'ai l'impression que les humaines, si on était conscients, et en plus avec le péril, enfin honnêtement, il y a de quoi, franchement les signes là, ils sont bien présents, mais en fait on n'inscrit pas cette expérience, et donc on vit comme si on n'allait jamais mourir. C'est vrai. Et donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose à travailler aussi autour de cette question du temps long, justement, d'être vraiment, d'une part, pouvoir revenir sur nos expériences, mais pas d'une manière dans la culpabilité ou dans la recherche vraiment de la digérer ensemble, en fait. D'en tirer des leçons apprenantes pour la famille, pour le collectif, la collective. Et créer, en fait, cette sororité, fraternité avec les humains et les autres qu'humains aussi, comme on peut retrouver dans l'éco-psychologie. Tu parlais tout à l'heure d'une sororité donc, entre femmes. Est-ce que pour toi, tu pourrais élargir la sororité à une appartenance plus globale, en fait, au monde, finalement. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? En quoi cette sororité est si importante pour toi et au cœur de tes combats, c'est un mot peut-être un peu belliqueux, combat, mais en tout cas de tes de ce qui te meut, mes engagements. Mais c'est vrai que moi je parle souvent quand même de combat, parce que je pense que dans le monde dans lequel on est là, en tout cas, alors moi je ne suis pas activiste au sens, tu vois, de Camille Etienne ou d'autres, où vraiment je les admire beaucoup, mais je pense que l'important aussi c'est que chacune on trouve, chacune et chacun notre endroit pour lutter, et parce que je pense que c'est comme ça qu'on le fait aussi le mieux, avec notre lumière, avec notre énergie, avec notre conviction. On se le dit souvent avec Ilios, parce qu'on n'a pas la même manière de militer, de nous engager, et justement parfois j'ai eu envie de le tirer vers ma manière, mais on s'est rendu compte qu'en fait c'est notre manière à nous en fait qui est la plus lumineuse. C'est quand on trouve vraiment la manière dont on peut s'engager, tout en sortant parfois de la zone de confort, sinon ça peut être un peu genre moi je milite depuis mon ordi. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, en le faisant avec on s'entend que c'est bon là dans le ventre, que c'est ça qui est juste. Et c'est vrai que moi, la sororité, je l'ai apprise sur le tard, parce que je trouve que ça dépasse la notion familiale, en fait. C'est vraiment une sororité, finalement, mais aussi en lien avec ce patriarcat qui, je trouve, est la cause quand même de beaucoup de maux sur notre planète. De nouveau au patriarcat en tant que système et pas en tant qu'individu mâle. C'est pas du tout le propos, mais je pense que tes auditeurs, tes auditrices auront décodé. Et donc je pense que les femmes et les personnes en minorité de genre, elles ont fait plus l'expérience d'avoir des difficultés, d'avoir été victime de violences, d'avoir été victime de préjugés, d'avoir pas eu la possibilité de parler, etc. Et donc moi, c'est dans ces espaces maintenant où j'ai beaucoup d'activités que j'anime ou auxquelles je participe, où on est vraiment entre femmes. Je crois que ça m'a fait prendre conscience encore plus de c'était quoi ces rapports de domination, et que moi j'avais vraiment envie d'un monde différent. Je t'ai parlé tout à l'heure de l'expérience avec notre fille.
depuis qu'on l'a retiré de l'école et depuis que je m'intéresse à tout ça, il y a notamment eu des podcasts incroyables de Charlotte Bien-Aimée sur ce qu'on appelle la domination adultiste. Oui. Ah oui, mais je trouve vraiment que ces rapports de domination des adultes sur les enfants, bien sûr. Moi, j'en étais vraiment pas consciente. Tu vois, ma fille a 10 ans. Bien sûr, j'étais consciente de manière globale, mais j'avais pas de mots, j'avais pas conscience à quel point c'était vraiment... Enfin, c'est évident que si on élève les enfants comme ça, le monde ne peut ressembler qu'à ce monde-ci qu'on veut changer. Et donc, le changement, il s'inscrit dans ces petits détails qui sont tellement importants. Isabelle Filiosa, qui est cette psychothérapeute qu'on a invitée justement lundi, je me rappelle, ça m'avait frappée, elle parlait du consentement parce qu'elle a sa fille qui est maintenant très engagée sur la question des violences sexuelles et de l'éducation à la sexualité. Oui. Et c'est vrai que souvent, les personnes sont horrifiées quand ils se rendent compte que les enfants ont accès à du porno à 9 ans. C'est vrai que c'est sûr que c'est terrible, mais sauf qu'en fait, elle expliquait que le consentement, apprendre aux enfants à pouvoir dire non, à se rendre compte que leur corps, c'est leur corps, c'est ultra important. Mais comment ça peut se passer de manière évidente pour les enfants si au fait dans tous les autres domaines de leur vie on leur demande jamais leur consentement. Alors bien sûr que, et de nouveau je suis pas du tout une spécialiste de la psychologie et de la pédagogie positive, mais de ce que moi j'ai compris finalement, c'est ça qui est important, c'est ce qu'on nous transmet, c'est qu'en fait l'idée c'est de pouvoir discuter et de pouvoir expliquer. Et donc bien sûr que on dit parfois que la pédagogie positive, il n'y a aucune limite, c'est pas du tout vrai. Moi, bien sûr, je le fais à ma manière, je suis pas une théoricienne, je le fais comme maman, avec justement le chemin, les erreurs, les errances, et puis voilà ce qu'on apprend aussi de ce qu'on foire. Mais c'est pas du tout qu'en Néphélie, notre fille n'a aucune limite. C'est simplement de pouvoir expliquer et la considérer comme un être humain qui est au même niveau que nous. Simplement, quand elle était plus petite, elle avait par exemple pas conscience du danger. Il y a des choses, voilà, maintenant elle a 10 ans, enfin 9 ans et demi, il y a des choses évidemment qu'elle ne peut pas comprendre, qu'elle ne peut pas décider. Mais globalement, vraiment, moi, c'est rigolo, c'est en écoutant ces podcasts où je me suis rendu compte à quel point on le faisait déjà, mais j'avais pas le cadre théorique. Mais c'est chouette de pouvoir permettre aussi à d'autres d'ouvrir les yeux. Et de contribuer à montrer en fait ce sur quoi repose le système, justement sur ces dominations qui s'inscrivent dans beaucoup de lieux et puis des alternatives qui sont possibles où finalement on revient dans une forme d'horizontalité et de partage, d'écoute et de présence, quel que soit le statut, le sexe, le genre. Oui, c'est ça. Il y a toutes ces hiérarchies qui ont été... Enfin, voilà, c'est... Oui, c'est un long sujet donc, que vous abordez en tout cas sur le prisme du genre dans votre livre Donne-moi des ailes avec Alexandra Huguetto, c'est ça, c'est son nom. Voilà, donc qui est vraiment super, que je conseille. Merci. Qui est aussi relié au podcast. Tout à fait. Qui sort une fois par mois. Voilà. On est sœurs de podcast. Comment On est sœurs de podcast, toi et moi. Exactement, on a cette communauté en plus qui nous relie. Donc vraiment, j'avais envie d'en parler, où vous mettez en place, vous essayez de redorer, retrouver la place du matrimoine et de remettre l'héritage culturel au féminin. Oui, et puis je pense que ce qui est chouette, en tout cas notre intention avec ce podcast, qui prolonge vraiment l'expérience et le message du livre, c'est de passer par la voie de l'inspiration. Tu vois, quand tu disais, quand on revenait sur cette définition que je t'avais donnée, que je mets joyeusement rebelle, c'est que justement le podcast, on vient chercher l'inspiration, puisqu'en fait nos invités hommes et femmes viennent parler de femmes qui les inspirent. Donc finalement, à la base, ça fait très podcast feel good, mais au fait, sous cette étiquette feel good, puisque voilà, on se dit, on va parler de femmes, machin, quelles sont les femmes qui inspirent Christophe André, quelles sont les femmes qui inspirent Odile Chabriac, mais au fond, souvent, pourquoi on se relie à ces femmes, pourquoi on a envie de parler d'elles, et donc en fait ça nous permet souvent de parler quand même de notions très importantes, d'amener des messages importants, mais sous un prisme finalement léger, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de lire des livres. Souvent les livres féministes et les livres en général sont compliqués. Et donc nous on a pris le parti avec Alexandra de vulgariser. Enfin c'est un peu comme c'est une suite finalement c'est très lié à l'écosystème émergence. Oui, et ça me parle beaucoup parce que c'est aussi l'objectif de ce podcast, de simplifier, de rendre accessibles des sujets qui peuvent être surprenants et difficilement parfois entendables dans une culture occidentale, matérialiste. Du coup ça me parle. Chouette, merci. Caroline, on arrive à la fin de l'épisode, mais avant qu'on se quitte, j'aimerais te demander pour toi ce que signifie une nouvelle conscience. C'est le nom du podcast. Voilà, comment ça résonne pour toi ? Moi, on a parlé beaucoup des liens, et donc voilà, quand j'entends ce mot, en tout cas je me le suis mis là dans le cœur, dans le corps, c'est l'idée de se dire qu'en fait on est une seule conscience, en fait on est nous les humains finalement sur cette petite terre pour un temps limité, et qu'on
qu'on est avec ces autres animaux, ces autres terriens, terriennes qui vivent avec nous. On exprime justement une forme de conscience. Et si on peut se sentir... peut-être la nouvelle conscience, c'est de se sentir moins séparé, moins réduit à notre identité d'être humain, et encore plus être humain habitant là, ayant telle religion, ayant telle couleur de peau qui finalement nous sépare, nous éloigne finalement des défis essentiels pour lesquels j'ai vraiment envie que là ça bouge. Oui. Tu le sens, je suis un peu frustrée de l'inaction de nos politiques. Et donc voilà, cette nouvelle conscience, moi j'espère, je sens qu'elle est là au fait, tu vois. Oui. C'est comme s'il y a les petites antennes qui sont là, bien sorties chez moi, chez toi. Et je sais qu'il manque pas grand-chose souvent pour qu'elles se réveillent, que ça sorte. Et de se sentir, souvent dans les ateliers de travail qui relie qu'on anime avec justement mes amis que tu connais. Et puis même dans les ateliers que j'anime en général, quand on commence, tu sais, le cercle, le groupe... Parfois, les gens disent, voilà, on va mettre le cadre. Et moi, j'utilise cette métaphore on va parler de la membrane de notre cellule. Mm-hmm. Et donc, en fait, on dit, voilà, là, on va constituer une nouvelle cellule. Oui. Et on va regarder comment la membrane devrait être pour qu'on se sente tous bien. Et donc, tu vois, là, on parle d'une nouvelle conscience. Et donc, je trouve que c'est vraiment cette nouvelle être, en fait, se sentir interrelié et avec cette même conscience qui est nous toutes et tous, en fait. Ouais. Super. Comment on fait pour te suivre, pour suivre tes podcasts, vos podcasts ou tes livres? Oui, là, il y a un nouveau livre qui sort dans quelques jours chez l'Iconoclaste sur la puissance des liens, donc tu vois. Incroyable. Ah non, mais on est dans le thème. On est vraiment dans le thème. Génial. Donc la puissance des liens qui sort mi-octobre chez l'Iconoclaste, chez qui on a sorti tous nos livres. Le premier était chez Jouvence. D'accord. Le dernier que j'ai fait avec Alexandra, chez Jouvence aussi. D'accord. Et puis là, les livres collectifs qu'on sort donc suite aux journées émergence chez l'Iconoclaste. Et donc là, la puissance des liens. Donc voilà, me suivre, c'est émergence et puis donne-moi des ailes. E2LES. Oui, c'est la petite subtilité, voilà. Qui veut tout dire. Oui, merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait toute la différence pour moi. Aussi, si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram @nouvelle-conscience ou à consulter régulièrement son site internet nouvelleconsciencepodcast.com. J'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale, systémique de l'écologie. Je vous souhaite de suivre vos rêves, d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous. Aussi, avant de vous quitter, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Je vais publier mon premier livre et pour cela, j'ai besoin de vous. Afin de financer les illustrations qui accompagneront l'ouvrage, ainsi que les frais d'édition et de promotion, je vous invite à participer à la plateforme de financement Ulule que vous trouverez dans le lien de la description du podcast. Nous avons déjà atteint plus de 30% de l'objectif et c'est grâce à vous. N'hésitez pas à partager ce lien et à contribuer à hauteur de votre choix. Plusieurs contreparties vous seront proposées en fonction de votre contribution. Nous avons moins de 30 jours pour y arriver. Merci du fond du cœur pour votre participation. À bientôt!